Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur CCTV Français pour cette nouvelle édition d'Afrique Info. À la une, la Banque centrale du Zimbabwe vient de lancer une stratégie qui vise à rendre les services bancaires intéressants pour une population qui n'y a majoritairement pas recours. Un sondage datant de 2014 indique que seulement 30% de la population adulte du pays utilise les services bancaires. La Banque centrale du Zimbabwe veut qu'à l'horizon 2020, 90% de la population nationale utilise des services bancaires. Un objectif ambitieux dans un marché où la confiance a été minée par la fermeture de plusieurs banques. De plus, la contraction de l'économie accentue les difficultés pour attirer de nouveaux clients. À l'heure actuelle, 70% de notre population habite des zones rurales. Le revenu mensuel de 76% de notre population s'élève à moins de 200 $. Où vont-ils donc trouver l'argent destiné au système bancaire? Il nous faut résoudre les problèmes en créant de l'emploi durable et décemment rémunéré. Alors les revenus pourront être injectés dans le système bancaire. Avec les fermetures d'entreprises, nombreux sont ceux qui se sont retrouvés démunis, favorisant ainsi le développement d'un secteur informel. Lorsque l'on sait que seulement 14% des PME ont recours aux banques, on peut raisonnablement estimer que ce marché ne demande qu'à se développer. La Banque centrale espère collecter plusieurs milliards de dollars, des liquidités qui, selon elle, devraient quotidiennement s'échanger ici, en dehors des canaux bancaires traditionnels. Le succès de ces mesures dépend de la réaction du marché. Ici, la première réaction, dénoncer le coût trop élevé des services bancaires. Il n'y a pas si longtemps, lorsqu'on déposait 100 $, on pouvait en obtenir 110 en 3 mois. Mais maintenant, si on dépose 100 $ à la banque, après 2 mois, il ne reste que 80 ou 90 $. C'est donc plus intéressant pour moi de garder mon argent chez moi plutôt que de le laisser perdre de sa valeur. Pour les sociétés de financement, c'est l'économie qui est responsable de ces frais peu attrayants. Lorsque notre économie ira de l'avant et qu'elle se développera, les banques et les institutions financières trouveront des sources de revenus pour financer leur structure de coûts. La difficulté actuelle de ces coûts bancaires élevés est due à la façon dont les banques se financent. Par conséquent, à long terme, ce qui correspond à la vision de la stratégie nationale complète pour 2020, nous espérons que tout sera d'aplomb pour permettre la résolution de la question des frais. La Banque centrale a d'ores et déjà appelé les banques à supprimer les frais sur les services simples comme les dépôts et les retraits. Elle encourage également l'innovation, en particulier dans le domaine des plateformes intégrées de paiement mobile. Je pense que les banques traditionnelles tentent de quitter une logique d'agence physique. Aujourd'hui, c'est la banque en ligne qui prime. Et elle n'est que de 69% alors que le taux de pénétration du téléphone portable est de 100%. La stratégie d'inclusion financière prévoit que d'ici 4 ans, 80% des PME détiendront un compte bancaire au nom de l'entreprise. Elle vise également à accroître l'éducation financière et la protection du consommateur. L'Égypte a été l'hôte de nombreux meetings ayant pour invité des experts africains afin de mettre un terme aux problèmes d'énergie et d'électricité sur le continent. Ceci fait suite aux recommandations du Forum commercial Afrique 2016 à Sharm el-Sheikh le mois dernier. Des experts venus d'Afrique se sont rendus au Caire afin de partager leur vision sur la façon de développer le secteur de l'électricité sur le continent. Plus de 600 millions de personnes en Afrique n'ont pas accès à l'électricité, ce qui signifie que la couverture n'est pas suffisante, surtout en Afrique subsaharienne. L'électrification rurale est un peu lente, mais les ressources sont là. 93% de l'énergie renouvelable africaine n'est pas utilisée, mais ni branchée. L'élargissement du champ du partage de l'électricité est l'une des formes de connexion des ressources disponibles. Nous introduisons un réseau intelligent dans le cadre de la première phase afin de connecter l'ensemble de l'Afrique, afin qu'au cours du pic de consommation, les pays possédant un surplus d'électricité puissent partager avec les autres. L'Égypte, par exemple, partagera avec le Soudan et l'Éthiopie. L'Égypte produit en moyenne 34 gigawatts, tandis que les autres produisent seulement 2 ou 3 gigas, et ce sont des pays très peuplés. Mais afin de mettre en plus un projet durable, les pays ne partagent pas seulement de l'électricité, mais également leur expérience et savoir-faire. En décembre dernier, nous avions 3 groupes de travail, d'abord au Caire,
dans le domaine de l'énergie solaire, puis de l'énergie éolienne au Suez et enfin de l'énergie solaire à Beni Suef. L'Égypte dispose d'importantes capacités et technologies. Nous essayons de lier l'Égypte avec le reste de l'Afrique afin que les pays puissent bénéficier des capacités égyptiennes et recevoir une formation et une technologie qui n'est pas encore accessible dans de nombreux pays africains. Les gouvernements prévoient également de mettre en place de nouvelles mesures afin d'encourager les étrangers et le secteur privé à investir de façon encore plus importante dans les projets électriques du continent. Les experts indiquent que l'Afrique a suffisamment de ressources pour l'énergie éolienne, l'énergie solaire ainsi que l'hydroélectricité pour alimenter l'ensemble du continent et plus encore, à condition que ces ressources soient connectées. La première conférence de Khartoum sur l'environnement s'est tenue dans la capitale du Soudan sous le thème « Vers une capitale verte et un développement durable ». Une quarantaine de délégations venues de différents pays, organisations internationales et régionales ont participé à ce sommet. Le Soudan lutte contre les effets du changement climatique. L'un des problèmes les plus sérieux est l'avancée du désert. Au cours de cette conférence sur l'environnement, qui s'est tenue dans la capitale soudanaise Khartoum, les délégués ont discuté des moyens de réduire ce phénomène. L'un des plans mis en avant pour lutter contre cette situation est de planter une ceinture d'arbres autour de la ville. La ceinture d'arbres autour de l'État de Khartoum fera 285 km de circonférence et deviendra une partie de la grande enceinte verte de l'Afrique. Elle réalisera les importants objectifs que sont la protection des ressources naturelles, le développement durable des communautés locales et la création de différentes opportunités de travail associées à ce projet de ceinture d'arbres. Au cours de la conférence, le Soudan a appelé à une réponse collective pour lutter contre l'impact du changement climatique et a exhorté les pays développés à respecter leurs promesses pour aider les pays les moins développés à lutter contre le changement climatique. Les États-Unis sont responsables de 28% des émissions. Nous savons que c'est une responsabilité commune, mais les rôles sont différents. Nous devrions aussi combattre le réchauffement de la planète, mais cela nécessite des fonds et des technologies pour la majorité des États du Soudan. Des sessions ont également été organisées au cours du sommet, dans lesquelles les pays ont partagé leurs expériences dans la gestion des problèmes environnementaux, tels que la gestion des déchets. La Chine a réussi dans le domaine du recyclage des déchets. C'est une priorité pour les investissements qui génèrent de l'électricité à partir des déchets et l'établissement d'un système visant à réduire les déchets industriels, les déchets solides et ceux provenant de l'agriculture. Nous accueillons ainsi les investissements chinois. Une quarantaine de délégués en provenance de plusieurs pays et régions ont participé à cette conférence. La majorité d'entre eux sont venus de pays au-delà du continent africain, tels que la Chine, le Brésil et la France. Les pays ont partagé leur expérience dans la gestion des problèmes liés au changement climatique. En Afrique du Sud, un climat plus frais et moins sec ne semble être qu'un rêve lointain, alors que le pays continue de faire face à ses pires sécheresses en 75 ans. Le Cap occidental a déjà mis en place des restrictions de niveau 2 au début de cette année, afin d'atténuer les effets de cette sécheresse. La région est confrontée à des pénuries après que les niveaux des barrages ont baissé sous les 25%. Reportage. Les barrages au Cap occidental sont en voie d'assèchement et certains ne disposent même pas de suffisamment d'eau pour être pompés par les résidents, laissant de nombreuses personnes inquiètes d'une crise qui menace. L'industrie agricole a déjà souffert de près d'1 milliard de dollars de pertes en raison de la sécheresse et aucune précipitation n'est attendue dans un proche avenir alors que les niveaux des barrages perdent 2% par jour. Le barrage de Tiwataklof gère 50% des approvisionnements en eau du Cap et certains experts estiment que sa position géographique en hauteur dans les montagnes le rend particulièrement vulnérable à la sécheresse. Par-dessus tout, nous devons absolument surveiller ce barrage. Et s'il s'assèche, en atteignant 20 à 25% de sa capacité de base, soit un minimum absolu, alors il faudra s'en alarmer. Il deviendra très difficile d'utiliser l'eau, de la pomper, car le lieu se remplira également de sédiments et de vases, ce qui ajoutera davantage de pression sur le traitement de l'eau. Les petites villes aux abords du Cap occidental sont confrontées à un avenir incertain si ces conditions climatiques persistent et certains disent qu'il ne resterait que quelques semaines d'eau potable. D'autres tentent d'être proactifs en éduquant leurs résidents sur la conservation de l'eau, de même que l'introduction volontaire de certaines restrictions. Il vaut mieux prévenir que guérir.
Nous, au sein du Conseil, avons également indiqué que nous allons sensibiliser notre peuple à une utilisation raisonnable de l'eau. Nous souhaitons qu'il y ait une restriction sur l'usage de l'eau, mais nous ne l'avons pas officiellement qualifié de restriction, mais nous souhaitons qu'il en soit ainsi, car nous savons qu'El Niño va nous affecter, nous tous. Les restrictions de la ville sont actuellement au niveau 2, mais devraient passer au niveau 3 afin d'éviter un désastre potentiel. Nous vivons dans un pays en manque d'eau, et il s'agit là d'une ressource rare, et c'est juste trop atroce d'évoquer la possibilité qu'au Cap occidental, et aussi la ville du Cap, avec sa large population, puisse manquer d'eau. Je ne sais pas si les personnes voient les implications de cela, car nous avons l'habitude d'utiliser l'eau courante, et il y a de l'eau. Mais le jour où il n'y aura plus d'eau, les gens réaliseront combien l'eau est importante. Pour le moment, l'eau est en train d'être pompée vers les petites villes, mais compte tenu de l'impact de la sécheresse sur l'ensemble du pays, seul le temps permettra peut-être d'apporter des solutions. Et alors que le seuil a été atteint en certains lieux, la question doit bien sûr être posée quant à savoir combien d'eau pourra encore être préservée. Et il faudra y répondre au cours des prochaines semaines alors que les restrictions vont s'intensifier. Le gouvernement sud-africain poursuit ses méthodes d'intervention pour pallier les effets de la sécheresse. Le vice-ministre de l'Agriculture et de la Pêche s'est rendu dans un certain nombre de communautés à Pretoria et a rencontré des habitants affectés. La visite visait à établir la mesure des pertes de culture et d'élevage et à apporter de l'aide à tous les paysans touchés. Les officiels se salissent les mains dans un effort pour comprendre comment le gouvernement peut aider les paysans. Les secours liés à la sécheresse sont déployés dans un certain nombre de provinces du pays. L'objectif est de fournir une assistance durable aux communautés atteintes par la sécheresse. Les paysans se débattent et le bétail souffre. Les petits fermiers sont les plus durement touchés. La nourriture devient plus chère à présent, parce qu'il n'y a pas d'eau pour irriguer le maïs, donc nous devons importer le maïs qui est ici. Donc cela rend la production plus coûteuse. Nous étions supposés commencer les récoltes, mais aucune récolte n'a lieu. On en est à ce point, même si c'est mieux. On nous a dit que nous devions acheter 6 millions de tonnes de maïs, c'est beaucoup. Mais cela a été revu à la baisse à 3,8 millions de tonnes, ce qui est toujours beaucoup, afin de pouvoir nourrir les Sud-Africains. Donc même lorsque la pluie reviendra, il sera difficile de revenir au même standard, au même prix de la nourriture. Le vice-ministre en a appelé à toutes les communautés agricoles pour travailler ensemble dans l'unité, pour survivre à ces conditions sèches et chaudes. Il en a aussi appelé aux Sud-Africains pour faire partie de la solution. Cela pourrait durer longtemps, donc nous devrons introduire de nouvelles méthodes, par exemple la récolte d'eau. Chaque maison aura une citerne d'eau, récupérera, économisera l'eau. 23 millions de rand ont été mis à disposition par les gouvernements provinciaux pour aider les paysans. La plupart d'entre eux apprécient que les officiels visitent leur exploitation afin de se confronter directement aux problèmes. Cela fait du bien de voir des gens si importants visiter nos projets parce que c'est une plateforme grâce à laquelle vous serez en mesure de leur expliquer vos problèmes. Le gouvernement a mis de côté un paquet d'un peu moins d'1 milliard de rand pour aider les paysans qui sont affectés par la sécheresse dans plusieurs provinces. Toujours concernant la sécheresse en Afrique du Sud, depuis quelques mois, des missions humanitaires œuvrent pour apporter de l'eau aux communautés désespérées du pays. La sécheresse a aussi eu des conséquences graves sur la faune et la flore, notamment dans le parc national Kruger. Une saison sèche et dévastatrice dans le parc national Kruger. Aride et sec sont les mots qui viennent à l'esprit quand l'on voit ce vaste territoire. Les carcasses d'animaux sont nombreuses, des animaux morts de faim et de déshydratation. Cet hippopotame serait mort en raison du manque de nourriture et du manque d'eau pour protéger sa peau sensible. Même les photographes expérimentés du parc se disent stupéfaits et tristes. La sécheresse a été dévastatrice. Voir des carcasses d'animaux partout dans le parc, c'est une expérience choquante. Les experts de la faune et de la flore sont d'accord, la mort dans le parc national Kruger semble choquante et cruelle, mais ils insistent sur le fait que c'est la manière naturelle d'éliminer les faibles et de garantir la survie des animaux génétiquement plus forts. Les parcs nationaux sud-africains s'attendent à ce que 5000 des 7 à 8000 hippopotames meurent et ils réfléchissent aussi à abattre les hippopotames dans leur plan de gestion de la sécheresse.
Vous utilisez l'abattage comme un outil de gestion. Oui, c'est vrai. Nous réfléchissons à cela, car les plans d'eau sont moins nombreux. S'il y a une trop grande population d'hippopotames, ils se battront pour les bassins. Certains mourront de chaud. Nous ne supprimerons pas les buffles, par exemple. Nous abattrons peut-être les hippopotames à cause des systèmes fluviaux qui s'assèchent. Je ne sais pas s'il va continuer à pleuvoir, j'en doute. Tout semble montrer que la sécheresse va perdurer. Et nous nous attendons à ce que des pluies significatives reviennent ici à la mi-novembre ou en décembre. Donc la partie la plus sévère de la sécheresse est en fait encore devant nous. En Ouganda, des chercheurs ont mis au point une technologie qui aide les paysans à détecter le déclenchement d'épidémies dans leur culture. Plus de 70% des Ougandais travaillent dans le secteur agricole et l'amélioration de la productivité est indispensable. Cette application téléphonique permet de diagnostiquer instantanément les maladies des plantes. Les paysans prennent des photos de leur culture et les envoient dans un système centralisé qui leur fournit immédiatement une évaluation. Dès que le paysan prend une photo et se trouve dans un endroit où le réseau est suffisant, il obtient un résultat. S'il n'est pas dans un endroit où la couverture est suffisante, alors il doit attendre d'être dans un tel endroit pour obtenir un diagnostic. Ce projet pilote débute avec les maladies qui touchent le manioc. Il sera par la suite étendu à d'autres cultures. Le manioc est l'aliment de base de nombreux foyers ougandais et le deuxième aliment le plus consommé dans le pays. Mais la plupart des paysans n'ont aucun moyen de détecter les maladies. C'est pourquoi ils saluent l'arrivée de cette application. Ce que je peux dire à mes camarades paysans est qu'ils doivent adopter cette technologie, ils doivent changer leur mode de pensée, se rapprocher des chercheurs afin que chaque petite chose parvienne aux oreilles des inspecteurs du district. Le manioc résiste à la sécheresse et fournit un revenu à de nombreux paysans. Les chercheurs forment en ce moment les paysans à l'utilisation de leur application. Les scientifiques estiment que ce nouveau développement permettra de contrôler la propagation des maladies du manioc. Maladies qui peuvent détruire des hectares entiers de plantations en peu de temps. Toujours en Ouganda, les réactions sont mitigées concernant la nouvelle loi restreignant l'adoption d'enfants par des étrangers. Le gouvernement affirme que la loi permettra de mieux encadrer le secteur de l'adoption et d'empêcher que des enfants soient emmenés de manière illégale. C'est l'heure de la récréation dans ce foyer de la capitale ougandaise. La plupart des enfants sont orphelins. D'autres ont été abandonnés. Nous avons eu beaucoup de bébés à Saint-U Babies qui ont été réunis avec leurs familles et pour le reste des bébés dont nous n'arrivons pas à trouver de famille car ces bébés ne peuvent dire leur nom ou d'où ils viennent ou qui ils sont, ce qui rend les choses difficiles. Prendre soin des enfants sans abri est un véritable défi en Ouganda. Des étrangers ont adopté des bébés, mais les autorités craignent que tout ne soit pas fait dans les règles et ont adopté une nouvelle loi qui restreint l'adoption par les étrangers. Les réactions à cette loi sont mitigées. Les militants de la société civile estiment qu'elle va empirer les choses. And the culture of taking care of children in Uganda is very low. Et en Ouganda, la culture de l'accueil des enfants n'est pas dans les mœurs. Les gens prennent soin des enfants qui leur sont liés par le sang. Et même ces gens-là, ils n'en prennent pas vraiment soin et finissent par les chasser. Si vous regardez les statistiques, 1% d'entre eux seulement s'en occupent jusqu'au bout. Mais d'autres militants ne sont pas de cet avis. Nous avons adopté notre propre politique qui dit aux étrangers, si vous voulez être légalement leur gardien, vous devez venir et rester avec nous et prendre le temps de créer des liens avec nous et d'apprendre notre culture pour que l'enfant crée lui aussi des liens avec vous. Alors, vous pourrez aller au tribunal. On ne sait pas combien d'enfants ont été sortis du pays de manière illégale, mais le gouvernement estime que cette loi est nécessaire pour lutter contre le trafic d'enfants. Les Jeux Olympiques représentent le summum dans la carrière de nombreux athlètes, mais le nombre de places très limité en badminton pour les Africains signifie que plusieurs d'entre eux
ne réaliseront pas leurs rêves. Voici le parcours difficile d'un athlète égyptien qui tente sa chance pour se rendre à Rio. Le parcours qui mène aux Jeux Olympiques n'est jamais de tout repos. Pour Ali El-Khateb, même si son rêve semble à portée de main, il est encore loin du but. J'ai dû quitter mon emploi pour tenter de réaliser mon rêve. C'est à ce point important. Même s'il a bien réussi pendant la phase de qualification, il n'est pas encore certain de se rendre au Brésil. Le classement de la Fédération mondiale de badminton sert à déterminer ceux qui pourront participer au tournoi olympique. Les joueurs doivent être dans le top 100 pour s'assurer une place. Il sélectionne seulement un joueur africain en double. C'est donc très difficile de se qualifier. Il faut être dans le top 50 et un des meilleurs du continent. La phase de qualification pour le badminton va se terminer en mai. L'Égypte et l'Afrique du Sud sont à égalité dans le groupe africain. Mais si tous les espoirs sont permis, il y a beaucoup d'obstacles à franchir avant d'arriver à Rio. L'aspect du financement est très important pour nous. La plupart des Africains ont du mal à gagner des médailles d'or parce que c'est difficile de bien s'entraîner. Nous n'avons pas de camp d'entraînement comme les joueurs des autres continents, comme en Asie ou en Europe. Mais il y a encore de l'espoir. Plusieurs des meilleurs joueurs du continent ont reçu des subventions pour faciliter leur participation aux compétitions et ainsi devenir encore meilleurs. L'Afrique est devenue un endroit intéressant pour ceux qui aspirent à participer aux Jeux olympiques. Et avec la qualité de badminton que pratiquent les joueurs africains, plusieurs d'entre eux devraient pouvoir participer à des tournois internationaux, mais leur chance de remporter les grands honneurs n'est pas encore à portée de main. Et c'est la fin d'Afrique Info. Merci pour votre attention. Bonne suite de programme à toutes et à tous sur notre chaîne.